Maintenant, on va passer aux conférences plénières de cet après-midi, enfin la deuxième partie. Et donc, on a, avec INRAE, on a monté un programme, enfin, les secrétaires du RFSA, on va dire, avec Mustapha. On a essayé de monter un programme un petit peu éclectique, mais qui va vous présenter différents prismes de vision de la crise sanitaire que nous traversons actuellement, avec une première vision qu'on va partager avec Aurèle Valogne, qui est présidente de la DILVA, et également directrice, je dirais, et peut-être surtout d'ailleurs, directrice du LVD de Mayenne, mais également qui représente aujourd'hui la DILVA et laquelle la DILVA a fait un très gros travail pendant cette crise et continue à le faire pour appuyer les labos de biologie médicale dans le diagnostic, mais pas seulement. Et donc, on souhaitait mettre en avant ce travail des différents laboratoires et mettre en avant à travers ça la contribution du secteur vétérinaire à la gestion de crise dans le cadre d'une pandémie comme celle que nous traversons actuellement. Donc, je vais lui laisser la parole et puis je vous invite à l'issue de sa conférence à lui poser toutes les questions que vous souhaitez lui poser. Aurèle, c'est à toi. Merci Gilles, j'essaye de tout brancher. Dites-moi si vous entendez. Oui, très bien. Impeccable. On voit les diapos, on te voit et on t'entend. Et je suis désolé. Moi, je dis la vie est belle. Je suis désolé que vous ne me voyez pas, mais je ne sais pas ce qui se passe depuis ce matin. Je suis en panne de caméra. Ah. Bon, mais on entend ta voix, c'est déjà très important. Merci à tous et bonjour à tous. Je remercie franchement le réseau français de santé animale pour avoir pensé à associer le réseau des laboratoires départementaux d'analyse et via la DILVA à cette visioconférence sur le rôle de la médecine vétérinaire. Je vais essayer un exercice pas facile, c'est-à-dire d'être la plus impartiale possible pour vous relater comment, côté labo départemental, on a pu vivre et on vit encore cette crise Covid avec un prisme terrain et pour essayer de vous faire comprendre en fait comment on a fait face à cette pandémie. Donc, diapositive suivante. Nous aborderons de façon alors, si vous pouviez faire passer la diapo, je ne sais pas. Vous avez la suivante ? Bon, on va dire que oui. Nous aborderons de façon chronologique les étapes qui ont mené les laboratoires à réaliser des analyses dans le domaine de la biologie médicale pendant cette pandémie de Covid-19. Excusez-moi, je bafouille, oh là là. Et nous reviendrons également rapidement sur la mise en place des enquêtes hebdomadaires qui ont été faites à la demande initiale de la Direction générale de l'alimentation, et puis qui est, on l'a compris, devenu très rapidement important pour savoir comment ça se passait sur le terrain. Et puis ensuite, nous reviendrons sur les chiffres qui ont été obtenus sur ces épidémies. Et nous allons tenter de terminer sur les difficultés qu'on a rencontrées et puis un axe un petit peu plus positif sur les propositions d'amélioration, d'évolution, enfin les idées qui pourraient s'offrir à nous. Ben oui, quand on regarde 12 mars 2020, c'est pratiquement jour pour jour, il y a un an. On n'a pas l'impression, hein, ça peut paraître une éternité, que le niveau 2 de confinement était placé pour le territoire national. On avait vraiment l'impression, comme vous tous, hein, j'imagine, dans la mémoire collective, ça restera vraiment comme un état de guerre imminent, avec une inquiétude qui accompagnait ce niveau 2, en se disant, de toute façon, on va bientôt tomber en niveau 3. Il fallait à la fois penser aux activités professionnelles, aux continuités d'activité, à ses proches. Enfin, voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais le plan de continuité au niveau des laboratoires départementaux est venu très très rapidement en place et il a fallu vraiment 5 jours plus tard, quand le niveau 3 est tombé, appuyer sur l'enclencheur parce qu'on avait déjà pensé en amont comment il allait falloir continuer ces activités.
Donc, on a vécu, comme vous, le départ le jour même des agents, puisqu'il fallait savoir qui on laissait sur site et qui devait rentrer immédiatement à la maison équipé des ordinateurs qui vont bien si tant est qu'on avait le matériel. Et en même temps, faire face à la fermeture de toutes les entreprises en cascade, comme dans un mauvais film catastrophe. Donc, en même temps, notre objet était aussi d'alerter au niveau national, d'alerter au niveau territorial et d'informer et de répondre aux clients pour savoir est-ce que vous êtes toujours là, est-ce que vous allez pouvoir faire face à mes activités. Parce que oui, je pense qu'on peut vraiment avoir cette fierté au niveau des laboratoires départementaux. La majorité des LDA ont bien maintenu leurs activités, certes en effectif réduit, certes peut-être pas sur tout le champ d'activité habituel, et avec l'incertitude et quelquefois la boule au ventre, parce que quand les voitures sont parties les premiers jours, on ne savait pas trop vers quoi on envoyait nos techniciens. Mais en faisant cela, on était franchement conscient de contribuer coûte que coûte à la santé des citoyens pour ne pas ajouter une crise sanitaire à une autre. Et il est apparu très rapidement que c'était une évidence qu'il fallait qu'on communique sur les possibilités de ce réseau des labos départementaux. Quand on est dedans, on a l'impression que tout le monde les connaît, mais au final, c'était un réseau assez méconnu. Et la première étape était vraiment de faire connaître l'état des lieux, notamment pour la DGAL, des réalités au plus près du terrain. Donc la première enquête à Dilva, elle a été lancée le 19 mars et elle nous a permis d'avoir des informations fiables qui ont été transmises aux partenaires le 20 mars. Il faut saluer tout le travail qui a été mis en place d'ailleurs pour monter ces différentes enquêtes. Ces indicateurs seront par la suite transmis de façon continue à tous nos partenaires, comme la DGAL, l'Assemblée des départements de France, le ministère de la Recherche, les VETO, la SNGTV, GDS France, bien sûr les adhérents à DILVA, parce qu'il fallait aussi qu'on garde contact entre nous et pour savoir comment ça se passait. Et la première enquête, je parlais d'état de guerre tout à l'heure, c'était vraiment ça, c'était quel est l'état des troupes en interne. Et très rapidement, on s'est rendu compte que ces enquêtes-là devenaient le lien pour alerter ou pour se dire il y a des difficultés ou pour se dire maintenant là c'est bon, on peut faire face, on peut continuer. Et alors je tiens vraiment à souligner la réactivité de tous et la présence sur ces actions qui étaient, sur ces périodes qui étaient quand même sombres, de la Direction générale de l'alimentation. Ça sera toujours facile, a posteriori, de critiquer les délais de décision, mais il faut vraiment être conscient et se rappeler qu'à l'époque, tout le monde subissait beaucoup de pression. Et la DGAL, comme la CGA2R, s'est montrée présente et constructive et facilitatrice dès le départ. Côté ANSES, il faut aussi saluer le travail qui a été fait. C'est vrai qu'au démarrage, les labos de référence ont dû faire suivre les instructions qui leur étaient données et mettre le télétravail en place très rapidement. Ce qui pour certains était un peu compliqué parce qu'on savait bien que sur le terrain on avait besoin de nos relais partenaires historiques que sont les labos de référence pour pouvoir continuer à répondre aux besoins des ministères. Et la DGL s'est montrée très vite le relais idéal en fait pour faire comprendre quels étaient les besoins de tous et en même temps les LNR devaient répondre à toutes les saisines et à tous les avis qui leur étaient demandés. La DGL, donc encore une fois, a vraiment joué un rôle facilitatrice là-dessus et je la remercie vraiment. L'ADF, donc ça veut dire l'Assemblée des départements de France, s'est vraiment montrée très attentive aussi et a mis en place, avec l'appui de toutes les ressources humaines, les documents ad hoc pour qu'on puisse continuer à travailler, à circuler, quels que soient les horaires, puisqu'on est resté en maintenance 24/24. Elle s'est montrée attentive à nos difficultés et puis, il ne faut pas se le cacher, très rapidement, les élus départementaux ont très vite compris en quoi ces outils laboratoires pouvaient s'avérer utiles. Je voudrais aussi saluer plus particulièrement nos partenaires historiques. Donc je parlais tout à l'heure de la CGA2R, je voudrais parler aussi du SIMV, de GDS France, de la SNGTV, de l'Académie vétérinaire de France. Dès la première heure, je pense qu'on peut être fier au niveau vétérinaire, et c'est pas de la flagornerie, c'est pas surfer sur la vague, du fait qu'on a su s'organiser, se montrer présent et solidaire. Ce réseau vétérinaire, il s'est vraiment mis naturellement en marche dans un contexte où, il faut bien s'en rappeler, tout semblait quand même assez désorganisé, depuis la rupture des écouvillons jusqu'à la rupture des équipements de protection individuels, des gels hydroalcooliques, enfin ce genre de choses. C'était quand même assez ubuesque, où on ne le croirait pas si on nous le raconte dans 5 ans.
Je pense que de façon tout à fait impartiale, mais c'est vraiment un constat, on pourra quand même un peu regretter le peu de contact qu'on a eu à cette période-là avec la partie ministère de la Santé et notamment la Direction générale de la Santé. Mais il faut aussi se rappeler qu'eux, ils étaient monopolisés sur beaucoup de fronts et qui, peut-être, ils méconnaissaient ce réseau des laboratoires départementaux, même si, depuis plusieurs décennies, certains bureaux de la Direction générale de la Santé géraient la partie agrément pour les analyses d'eau, les baignades, les consommations ou ce genre de choses. Donc, très vite, on est le 30 mars, l'idée a germé de proposer notre force de frappe, la force de frappe des réseaux de laboratoires, en complément, et ça c'est vraiment très important, on n'a jamais voulu remplacer qui que ce soit, mais c'était vraiment de se dire, s'il y a des difficultés pour faire du dépistage, il ne faut pas oublier que nous, sur le terrain, nous sommes là, nous avons été créés et nous avons maintenu ce réseau pour faire des analyses en grande quantité, mais on a une vraie force de frappe qu'il ne faut peut-être pas négliger, et le tout en maintenant la continuité de nos analyses et de nos missions régaliennes, parce que ça, personne n'allait les faire à notre place. Donc le communiqué de presse du 30 mars que la DILVA a fait paraître a été très largement relayé par les médias, c'est rien de le dire, il fallait vraiment trier, on a été assaillis d'appels diverses et variés, et de sollicitations, comme tout le monde d'ailleurs à l'époque, j'imagine, qui se sont appropriés cette thématique experts de santé animale en soutien des outils de la santé humaine. Donc, c'est évident que de là à relancer, je dis bien parce que c'était quand même pas une idée toute neuve, le One Health, la voie elle était toute tracée, mais je ne vais pas m'engouffrer sur cette voie-là parce que je ne suis pas forcément la plus compétente et on aura après Jean-Luc qui pourra nous en parler beaucoup mieux que moi. Donc, pendant toute cette période-là, les laboratoires, vous voyez des petites bouteilles, c'est pas parce qu'on buvait un coup pendant nos activités, c'est que les labos ont démontré leur utilité parce qu'on ne pouvait pas, on est le 30 mars, on ne pouvait toujours pas entrer dans la bataille des tests. Donc nos structures qui sont sur tout le territoire, il faut savoir qu'elles les connaissent, leur territoire, parce qu'elles ont ce qu'il faut comme logistique. Ça fait des décennies qu'elles les traversent de droite à gauche, elles connaissent tout le monde. Et dès la semaine 12, elles ont commencé, pendant le week-end, à collecter les équipements à usage unique qui faisaient cruellement défaut dans les centres hospitaliers, dans les EHPAD, en intégrant d'ailleurs dans ces collectes les cabinets vétérinaires pour ces grandes opérations que, si je veux continuer le parallélisme de forme, on appellera des opérations commando. Sur certains territoires, il faut le savoir, les vétérinaires ont été jusqu'à donner leur propre stéthoscope pour que les soignants puissent avoir du matériel auprès des patients Covid. C'était pour essayer d'éviter d'avoir des contaminations croisées. On a aussi des laboratoires départementaux qui sont devenus des fabricants de gel hydroalcoolique. Et là, on pourra saluer l'inventivité à la française. C'est pour ça que vous retrouvez des petites bouteilles là. Parce que c'est pas une légende et les flacons de verre de la région de Cognac risquent de devenir rapidement collector lorsque les historiens se repencheront sur ces jours-là. Je pense aussi qu'une des choses qui a été le déclencheur de l'intérêt de cette proposition d'activité des laboratoires, c'était l'unanimité de la réaction des académies. Que ce soit les académies vétérinaires, médecine et pharmacie, tout le monde était d'accord pour dire, ben oui, ça paraît évident que la proposition de prestation d'analyse, elle n'est pas du tout galvaudée et on peut faire appel à eux pour soutenir. Je voudrais également faire une mention spéciale pour le ministère de l'Enseignement et de la Recherche qui, à sa façon, de façon très discrète, s'est montré franchement facilitateur pendant cette période-là et avec efficacité a permis de mettre en place une communication et des relais entre ministères qui se parlaient fort peu parce que les liens directs, encore une fois, avec la DGS étaient assez ténus, on va dire. Donc le 5 avril, l'apparition du décret qui officiellement laisserait la possibilité aux laboratoires départementaux de pouvoir apporter leur aide, mais également de pouvoir faire une réquisition par arrêté préfectoral. Et là, ça nous avait un tout petit peu inquiété. Vous voyez les petits points parce que c'est pendant cette période-là, il ne se passe pas grand-chose côté État, ce qui n'est pas le cas côté élus départementaux parce qu'eux, ils se mobilisent, ils demandent à leur laboratoire de se mettre en ordre de marche. Côté SIMV, ça faisait longtemps que les fabricants de réactifs, eux, étaient sur les starting blocks et avaient des kits à proposer. Faut aussi regretter que les agences régionales de santé, même si elles commencent pendant la période à se rapprocher des laboratoires départementaux, pour ne pas être, pour être le plus impartial possible, on va dire qu'elles réagissaient en décalé par rapport à la réalité terrain. Après, c'était certainement aussi peut-être le constat d'une conséquence d'une politique qui était élaborée au seul niveau ministériel et qui peinait à atteindre les territoires pour se faire comprendre et pour s'adapter.
Donc, le 27 avril, nous recevons quasiment en même temps, Jean-Louis, au niveau du SIMV et de la DILVA, un courrier du ministre Olivier Véran pour nous indiquer que ça y est, le feu vert est lancé et on peut faire appel aux ressources vétérinaires pour commencer à aider les laboratoires de biologie médicale. Donc, arrivent ces enquêtes sur lesquelles on va passer en matière d'indicateurs. Les enquêtes, elles ont été source de pilotage pour la DGL, entre autres, mais aussi, il faut rappeler que la DILVA, ce n'est jamais qu'une association de personnes. Il n'existe pas un réseau officiel des laboratoires départementaux publics, parce que comme leur nom l'indique, ce sont des laboratoires publics qui dépendent de chaque département. Donc, il faut vraiment saluer la constance des adhérents, alors que ce n'était pas facile pour eux sur le terrain, pour répondre régulièrement à ces enquêtes. Et il faut aussi être conscient du coup de la limite d'interprétation des chiffres qu'on va présenter derrière, parce que seuls les adhérents y ont répondu, s'ils en ont eu le temps, et les laboratoires privés, par essence, ils ne sont pas adhérents à la DILVA, donc ils ne sont pas dans ces données. Donc ça veut bien dire que l'effort de la biologie vétérinaire, elle est sous-estimée dans les chiffres que je vais vous présenter. Nous allons constater qu'il a quand même fallu beaucoup de temps pour que le réseau soit sollicité en matière d'analyse PCR, en conventionnement avec les laboratoires de biologie moléculaire. Donc sur cette première dia de la semaine 17, là on est du 20 au 26 avril, on constate que les petits points rouges, eh ben, ça correspond aux 6 laboratoires départementaux qui étaient en production. Et la taille du point est proportionnelle au nombre de tests qu'ils pouvaient faire. Tout ce que vous voyez en quadrillé, c'était on pense bientôt conventionner avec un laboratoire de biologie médicale, et tout ce qu'il y a en vert, c'est ceux dont les conventions étaient en place, et vous voyez qu'il y en a quand même un certain nombre dont les conventions étaient en place, et qui pour autant n'avaient pas d'échantillon à l'arrivée. Donc au démarrage, la semaine 17, on estime que par rapport à ce qu'on savait faire et ce qu'on pouvait faire à l'époque, on était à moins de 10% des capacités de réalisation des analyses. Tout le monde s'est ému de voir que les outils n'étaient pas utilisés. La voie française avec les réactifs dédiés, elle a vraiment été dès le départ celle qui était privilégiée par la DILVA de façon à pouvoir libérer les laboratoires de biologie médicale qui, eux, peinaient à obtenir des réactifs dédiés. Et on a vraiment voulu jouer le jeu de la carte. Les vétérinaires sont là, ils vont pouvoir vous faire voir leur savoir-faire, le savoir-faire à la française en plus. Et c'est là où le lien avec le SIMV était très important, avec ces kits Made in France, voire Made Vétérinaire in France. Mais pour ces aspects-là, je pense que je laisserai plutôt Jean-Louis, Gilles revenir plutôt sur ces aspects-là. Semaine 20, donc là on est sur la semaine du mois de mai, nos enquêtes se précisent et on fait apparaître, alors le format enquête était vraiment quelque chose qui était un support visuel très demandé par nos élus, parce qu'ils aimaient bien pouvoir se situer sur la carte et savoir ce qui se passait. Et puis c'était assez didactique pour faire comprendre ce que les laboratoires étaient en capacité de réaliser versus ce que les laboratoires faisaient vraiment sur le terrain. Donc là, si vous voyez encore du jaune sur cette carte du 11 mai, ça correspond à ce que les laboratoires étaient en capacité de réaliser comme analyse. Et quand vous voyez du rouge, c'est vraiment ce que les analyses que les laboratoires réalisaient. Donc, on peut constater qu'il y a encore des marges de manœuvre pour pouvoir participer à l'effort analytique. Et là, faisons un bond dans le temps et arrivons à la semaine du 9 au 14 novembre 2020, et on constate que c'est plus du tout la même histoire. Là, on a un petit peu changé les couleurs, histoire de vous tromper. Mais pour savoir quelle est la capacité des laboratoires, c'est la partie bleue qu'il faut regarder. Donc, vous voyez que la partie bleue, sur certaines zones, on en voit au corps. Donc, on voit bien que c'est très conjoncturel. Par exemple, la Vendée a malheureusement dû arrêter très rapidement de faire des analyses, parce qu'il n'y avait plus de demande ou que les laboratoires de biologie médicale se suffisaient à eux-mêmes. Mais dans une grande majorité des LDA, ce mois de novembre, on est encore chauffé au fer blanc et on est très très sollicité, ce qui commence d'ailleurs à inquiéter un petit peu toutes les organisations, notamment la DGAL et GDS France, parce qu'on est à la veille du redémarrage des opérations de prophylaxie et il va falloir en même temps que ces laboratoires puissent réaliser leurs actions régaliennes et les analyses de biologie RT-PCR. Je vous passe toutes les difficultés qu'on a pu avoir depuis le démarrage en approvisionnement en EPI, en écouvillon, en plastique, que ce soit les pointes, les microplaques, et pour certains, ça a même provoqué des arrêts d'activité parce que, à raison de, vous imaginez, 20 000 tests semaine, la moindre rupture d'approvisionnement fait que ça met pas mal de laboratoires dans la panade, biologie médicale.
Je voudrais aussi à ce stade juste vous signaler que les labos départementaux d'analyse, ce ne sont pas que des LVD, ils ne font pas que des analyses de santé animale, et ça fait fort longtemps. Ils font aussi des analyses dans l'environnement. Donc historiquement, on a toute la partie analyse d'eau usée pour l'aide aux stations d'épuration, pour les boues de stations d'épuration dans le cas des épandages, pour l'hygiène alimentaire et pour les RT-PCR Covid. Très rapidement, l'idée est venue de pouvoir utiliser ces matériaux et ces techniques de prélèvement pour pouvoir apporter son aide aussi, notamment pour les hygiènes de surface, pour valider les process de nettoyage et de désinfection. On a eu aussi des sollicitations pour réaliser des tests sur des furets, sur des animaux de compagnie, etc. Et là encore, les laboratoires ont toujours été présents pour valider leurs méthodes et apporter leurs aides au diagnostic. Donc, il faut savoir qu'au maximum, on était 35 laboratoires départementaux à faire des tests RT-PCR. Au jour d'aujourd'hui, en 2021, il reste moins que de laboratoires en activité, tout simplement parce que les labos départementaux n'étaient qu'en appui. Et à partir du moment où il y avait moins besoin d'analyse ou que les laboratoires de biologie médicale s'étaient équipés en équipement, il paraissait normal qu'on ne soit plus sur ce biais-là. Par contre, il faut que vous sachiez qu'il reste encore 21 laboratoires départementaux qui font, non seulement qui font les analyses, mais qui ont également mis en place les analyses de criblage et qui pourraient être sollicités parce qu'ils ont des séquenceurs, si tant est qu'il y ait un besoin de ce côté-là. Là, c'est pour passer très très rapidement sur une image globale de ce que les labos départementaux ont fait en matière de RT-PCR et de SARS-CoV-2 depuis le démarrage de l'activité. Donc on estime qu'au 31 janvier, les LDA avaient réalisé à peu près 1 600 000 tests. Vous voyez apparaître en haut les petits pointillés rouges, ça c'est la capacité maximale d'activité des laboratoires. Vous voyez qu'elle n'a jamais été atteinte, même si le pic de la semaine 44-45 n'était pas loin de saturer le réseau, et que là, aujourd'hui, on est revenu plutôt à quelque chose qui est très bas par rapport à ce que les laboratoires sont en capacité de réaliser. Quelles sont les difficultés que ce réseau a connues? Bien, on a eu vraiment le sentiment qu'une fois que le plan de continuité d'activité a été mis, grâce au concours très important de la DGL, je l'ai déjà souligné, on avait vraiment le sentiment qu'à part les conseillers départementaux et la DGAL et un nombre assez restreint de partenaires historiques de la DILVA, personne ne croyait vraiment au LDA en tant qu'acteur dans la RT-PCR Covid. Et j'oserais même avouer qu'en tant que présidente, quand on m'en a parlé début mars, je m'étais dit, c'est quand même pas le rôle des labos vétérinaires de faire ça. On va pas empiéter sur le rôle des labos médicaux. Or, voilà, les biologistes vétérinaires sont crédibles dans cette activité-là parce qu'ils étaient dans leur sphère de confort pour de la gestion de crise. Ce qu'il faut aussi regretter, c'est qu'on se méconnaissait entre les biologistes médicaux et les biologistes vétérinaires. Et c'était vrai dans les deux sens d'ailleurs. Les biologistes vétérinaires méconnaissaient les biologistes médicaux. Et il a fallu que les interlocuteurs se rencontrent, se parlent et se fassent confiance pour pouvoir aboutir. Autre vraie difficulté, et là encore je ne suis pas la mieux placée pour en parler, mais quand même ça a été très très mal vécu, c'est ce blocage vraiment très important qui a eu lieu par rapport aux réactifs vétérinaires, alors que c'était encore une fois le choix stratégique de la DILVA de les utiliser parce qu'il fallait vraiment qu'on libère les réactifs pour les laboratoires de biologie médicale. Donc le temps que le SIMV, que les différents fabricants de réactifs puissent avoir l'autorisation de vendre leurs kits, mais c'était une horreur. On se disait, ils vont finir par vendre les kits à l'étranger et on n'en aura pas sur le territoire français. Autre difficulté, la pénurie des consommables, ça a été très très difficilement compréhensible dans un pays comme la France avec des entreprises de tous les côtés. Et le pire, c'est qu'on est à plus de 12 mois après le début et que le constat, il est toujours là. Les problèmes, ils sont toujours présents, même s'ils se déplacent. Et je suis quand même quasi certaine qu'on aurait pu peut-être un peu plus, c'est facile à dire de mon bureau, solliciter des entreprises françaises pour pouvoir passer ces caps de on n'a pas les pointes à filtre, on n'a pas les microplaques, quoi. Et puis en plus de ça, quand on nous assassine d'enquête pour dire bon, combien vous en avez, combien il vous en reste, parce que les laboratoires ils en ont plus, mais ça c'est le genre de choses qui excitent mais un maximum. J'accélère parce que je dépasse mon temps de parole. Et maintenant, je pense qu'une des qualités innées des laboratoires, maintenant, elle est connue de tous, c'est leur proximité terrain et leur logistique. Et puis, nous allons pouvoir revenir à nos fondamentaux, parce que ce n'est pas de la biologie médicale qui est le fondamental de ces laboratoires. Mais
je pense qu'il ne faudra pas non plus qu'on oublie tous les beaux actes qui ont été faits pendant cette pandémie. Notre réactivité, elle est plus approuvée, mais les collaborations qui se sont mises en place entre les LDA et les laboratoires de biologie médicale, j'espère sincèrement qu'elles pourront être pérennes et qu'elles ne seront pas galvaudées ou entachées ou abîmées par des relations qui seraient autre que purement sanitaire. Parce que ça a démontré qu'on était capable de travailler ensemble lorsque la sécurité sanitaire des citoyens le demandait. Par ailleurs, même si c'est un petit peu polémique, je tiens à signaler que la surveillance de l'environnement, c'est un rôle historique des laboratoires départementaux. Donc, si par ce biais-là, on peut arriver à observer l'évolution d'une crise influenza aviaire ou de je ne sais quoi, ben, ça peut être une bonne piste d'évolution pour surveiller l'arrivée des futures pandémies. Enfin, le One Health, hein, forcément, on ne pouvait pas ne pas parler du One Health dans l'histoire. Les experts de la santé animale, ils ont démontré depuis très très longtemps leur savoir-faire en matière de gestion des épidémies. Donc, ça paraît évident qu'il faut laisser la place dans les grandes décisions aux vétérinaires. Et par ailleurs, étant un service d'un conseil départemental, et pour l'avoir vécu aussi au niveau des territoires, avec la détresse des élus et leur manque de sollicitations, certains m'appelaient très tard le soir ou très tôt le matin parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils ne pouvaient pas être plus intégrés dans les prises de décision. Je pense que ça paraît vraiment nécessaire de pouvoir laisser la place aux politiques volontaristes et ça serait vraiment prudent de maintenir un outil d'expert modulable, réactif et adapté à son territoire qui dépend directement des élus départementaux avec un couple du terrain préfet, président du conseil départemental. Je pense que c'est le bon niveau. Le préfet étant la chaîne de commandement, il ne peut pas y avoir plusieurs chaînes de commandement, mais préfet, président, ils ont l'habitude de bosser ensemble, même s'ils ne sont pas du même bord politique. Le pilotage unique me semble être une nécessité en cas de grande pandémie comme on a pu l'avoir aujourd'hui. Enfin, il ne faut pas être alarmiste, mais c'est quand même par cette note-là que je finis, de se rendre compte, et je pense que les élus le savent, mais c'est le propre aussi des élus d'avoir quelquefois la mémoire qui peut s'en aller assez vite. Ce maillage des LDA, il est utile, il l'a démontré dans différentes grippes, j'en ai déjà parlé, peste porcine, FCO, fièvre afteuse, peu importe. Par contre, il est fragile, et s'il n'est plus là dans 5 ans, dans 10 ans, on ne pourra plus faire appel à lui pour réaliser des missions de sécurité sanitaire qui, à mon avis, sont de son ressort. Je vous remercie beaucoup et je reste à votre écoute pour les éventuelles questions. Merci beaucoup, Aurèle, pour cette présentation très complète où tu as bien souligné les difficultés auxquelles nous avons été collectivement confrontés. Et vous en particulier sur le terrain, mais aussi la manière il faut aussi retenir la manière dont on a surmonté ces difficultés. Et tu l'as très bien souligné. Je vois que Muriel a une question. Je lui passe la parole. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour ce témoignage. En fait, je n'ai pas vu vos diapos. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas passé sur mon ordi, mais ce n'est pas grave. Je vous ai, même sans diapo, j'ai suivi avec grand intérêt tout ce que vous avez dit. Donc, déjà, bravo pour votre ténacité et tout ce que vous avez fait. Moi, j'ai une question c'est pas forcément que pour vous, qui est un peu compliqué à répondre. Moi-même, je ne sais pas si quelqu'un a la réponse, mais quand on regarde dans le passé, moi, j'ai quand même l'impression que du temps de Pasteur, cette collaboration médecine animale et médecine humaine, et puis au-delà même, était quand même d'actualité. Aujourd'hui, on voit tous les problèmes qu'on a eus dans cette crise Covid pour faire travailler ensemble médecins et vétérinaires. Et moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui s'est passé en fait pour qu'on en arrive là? Vu de ma petite fenêtre, je pense qu'il y a quand même un effet réglementaire. Chacun voulait défendre son précaré et à partir du moment où on a voulu séparer la biologie médicale de la biologie vétérinaire, c'était quand même pour défendre, c'était quand même du corporatisme et qui n'était pas forcément fait pour répondre aux besoins sanitaires des concitoyens sur le territoire.
Mon sentiment, c'est ça. Mais je suis très naïve, en fait. Moi, je suis très bonne poire et ça m'agace quand on parle argent et ce genre de choses. Mais c'est peut-être aussi parce que je n'en manque pas ou que j'ai jamais eu besoin de courir après tout ça. Mais le fond de l'histoire, malheureusement, je pense que c'est ça. C'est qu'il y avait des intérêts en jeu et pas forcément que des intérêts d'ego. Il y avait très certainement des intérêts qui n'étaient pas les intérêts des citoyens, je pense. Merci. Ouais, après, moi, je peux me risquer à une forme de réponse là-dessus, mais petit à petit, la biologie médicale, parce qu'on a eu moins de grandes épidémies qu'au début du XXe siècle, hein, la biologie médicale s'est orientée de plus en plus vers une biologie d'individus. Et typiquement, on voit bien les labos de biologie médicale, comme les labos hospitaliers, sont très très bien équipés pour faire le diagnostic de plusieurs maladies sur un même échantillon, sur un même patient, mais pas très bien équipés. En tout cas, ne l'étaient pas à l'époque. Maintenant, ils le sont un peu mieux. Ils ont acheté pas mal d'appareils pour le faire, pour faire le diagnostic d'une maladie sur une population. Et qui sait faire du diagnostic de population et qui fait de la prophylaxie populationnelle France et en Europe, c'est surtout le monde vétérinaire parce que nos grandes prophylaxies, on a l'habitude de traiter les grandes séries sur un type d'échantillon pour un type de maladie. Et je pense qu'il y a cette coupure entre les deux mondes, il est un petit peu lié à ça. Et c'est lié aussi au fait que les maladies infectieuses, bon, on a un peu oublié que ça pouvait faire des morts et en quantité et qu'il y a quand même beaucoup du diagnostic, y compris en médical, qui s'est orienté à juste titre, hein, parce que c'est des vrais fléaux, sur des maladies chroniques, notamment les cancers, y compris quelques maladies infectieuses qui peuvent passer à la chronicité. Et donc, on est vraiment sur je pense, en biologie médicale, on était jusque-là, et c'est pour ça probablement que le système n'était pas bien préparé à traiter une pandémie. On était vraiment sur du diagnostic d'individus et pas du diagnostic populationnel. Et on a à maintes reprises, y compris au sein du HCSP, lancé le débat sur le poolage des échantillons, par exemple, pour diagnostiquer un EHPAD, plutôt que, quand on manquait de tests, hein, notamment au début, plutôt que de faire des échantillons individuels, savoir si une communauté, il y avait un porteur dans une communauté en poulant des échantillons, ce qu'on sait très bien faire en médecine vétérinaire, et ce que les LVD pratiquent tous les jours. C'est des messages qui ne sont pas passés. Alors, à la fois parce que, y compris les systèmes informatiques dans les laboratoires de biologie médicale et des centres hospitaliers ne pouvaient pas traiter un pool, parce qu'ils sont capables d'identifier un patient, mais pas un pool. Et parce que ça ne correspondait pas à la philosophie et ça ne correspond toujours pas, hein. On ne poule toujours pas les échantillons, y compris en ce moment, on manque de tests PCR pour la détection sur les prélèvements de salive. Et on est en train de hiérarchiser les choses parce qu'on utilise tous les prélèvements de salive sur les écoles, parce qu'il y a un grand plan sur les écoles. On peut discuter de son utilité, mais en tout cas, c'est comme ça. Et on est en train de prioriser la façon dont on va utiliser les tests salivaires dans les EHPAD, parce qu'on manque de tests, mais aussi parce qu'on n'a toujours pas inclus la contrainte qu'on pouvait pouler éventuellement, ou la facilité qu'on pouvait pouler ces échantillons. Donc il y a vraiment deux mondes. J'espère que cette crise permettra aux deux mondes de mieux se parler pour qu'il y ait un peu de... Enfin, que chacun des mondes prenne bien ce qui est bon dans l'autre. Mais bon, j'en suis pas certain. Mais en tout cas, le dialogue a progressé. Et je dois dire que les labos départementaux ont bien relevé le défi et les fabricants de kits de diagnostic vétérinaire ont également remarquablement bien relevé le défi, même si, comme on l'a dit, leur agrément a été un petit peu compliqué à obtenir, mais Jean-Louis a beaucoup œuvré pour. On a été quelques-uns à pousser dans ce sens-là et ça a plutôt bien marché. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est qu'en plus, au regard du retour d'expérience, évidemment, il n'y a eu aucune défaillance de ces kits, hein, qui se sont avérés au moins aussi performants. Et après, j'espère que ça va aussi nous permettre de benchmarker avec le monde de la médecine humaine sur la façon de valider les tests.
Parce que quand on creuse un petit peu, on se rend compte que la façon dont on valide les tests en médecine vétérinaire, nos exigences en termes de nombre d'échantillons, à la fois de sensibilité et de spécificité pour valider un test, sont la plupart du temps bien supérieures à celles de la biologie médicale. Et ça, moi, en tant que futur patient, ça m'interroge. Merci Gilles. Il y avait une question, mais qui rejoint Stéphane Ziantara demandait à Aurel. D'abord, bravo. Et penses-tu que cette crise permettra de remettre à plat l'implication des vétos dans la biologie médicale humaine? Et nous avions aussi Jean Dudouis qui ajoutait que les labos privés avaient aussi contribué. Donc, je reviens à la question de Stéphane. C'est effectivement, Stéphane, un des projets, et c'est de surfer sur la vague tant que le réseau vétérinaire est encore dans les esprits de tous, pour pouvoir relancer cette question de la biologie vétérinaire et de la biologie médicale. Et quand je parlais de la fragilité du réseau, c'est peut-être aussi une question de survie, parce que si on ne sanctuarise pas la partie biologie vétérinaire, on risque encore plus de fragiliser ce réseau des laboratoires. Je ne veux pas être pessimiste, mais à chaque fois qu'on a eu des grandes pandémies, nous sommes nos meilleurs ennemis au sein des laboratoires départementaux, c'est-à-dire qu'on fait du commercial sans faire du commercial tout en faisant. Et la dernière grande épidémie qu'il y a eu en ESB a été une manne financière, il ne faut pas se le cacher, pour certains laboratoires. Et on s'est fait la guerre entre nous sur les territoires pour faire les analyses. Et à l'issue de ça, on a pu assister à la fermeture en cascade de certains laboratoires qui n'ont pas survécu à cette guerre fratricide. Et là, c'est une de mes craintes, de se dire, on a une activité qui nous a mis en lumière au niveau des médias. C'est le moment où il va falloir qu'on se structure, qu'on se consolide, mais aussi qu'on arrive à sanctuariser l'activité de ce réseau de laboratoires départementaux pour qu'à la prochaine crise, il soit toujours là. Et pas que quand on va se retourner, comme c'est déjà le cas par exemple dans certaines régions de France, la prochaine fois qu'on voudra faire autopsier un bovin, il y aura 400 km à faire parce qu'il n'y a personne pour le faire dans le coin. Merci beaucoup. S'il n'y a plus de... Il y avait une réaction de Norchen Chenoufi aussi sur les collaborations entre biologistes humains et vétérinaires, notamment sur les guides de manipulation du virus, les validations de méthodes. Alors, c'était juste une remarque, c'était pas une question. Oui, Norchen voulait... je remercie, effectivement, j'ai complètement zappé, c'est pas bien dans les diapositives, de souligner l'aspect collaboration qu'il y a eu très rapidement entre les différentes biologies, médecine et vétérinaire, là pour le coup, et cette fois-ci au niveau AFNOR, pour cadrer l'intervention des laboratoires. C'est-à-dire que comme les biologistes ne se connaissaient pas, il était important d'avoir un chapeau officiel normatif pour obliger à avoir un minimum de niveau attendu, de qualité de résultat attendu, pour pouvoir faire rentrer les laboratoires dans leur rôle de soutien des laboratoires de biologie médicale. Et donc le guide a été élaboré en urgence. Les personnes qui ont participé à ce guide en collaboration avec les biologistes pour dire on ne fait pas ça sur le coin d'une paillasse, on ne fait pas ça dans un laboratoire qui n'est pas suffisamment maîtrisé en termes de risques biologiques. Et on ne fait pas ça en échangeant des méchants fichiers sans que ça soit contrôlé, parce que comme l'a souligné Gilles tout à l'heure, nos laboratoires sont équipés de logiciels de laboratoire qui sont habitués à traiter les échantillons et les poules d'échantillons. Toujours est-il que quand on rendait les résultats au laboratoire de biologie médicale, le pire qui aurait pu nous arriver, ça aurait été de mélanger les résultats et d'attribuer à Pierre les résultats de Paul. Tout à fait. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Peut-être passer, merci Aurel, peut-être passer à Jean-François Guégan pour garder à peu près le même temps de parole pour